Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce premier épisode de Good Visa, je reçois Maureen, chroniqueuse littéraire. J'ai connu Maureen à la fac. Nous nous sommes perdus de vue, nos vies ont bien changé depuis, mais la vie est bien faite et nous nous sommes retrouvés. Nous allons parler de son pays coup de cœur, la Thaïlande. Connaissez-vous vraiment ce pays du sourire ? Nous allons explorer ensemble diverses facettes de cette culture. Après cet instant voyage, j'aborderai avec Maureen sa source de bien-être, la lecture. Pourquoi s'est-elle lancée sur les réseaux sociaux en tant que chroniqueuse ? Quels sont les bienfaits de la lecture ? Nous verrons tout cela ensemble. Nous reviendrons aussi sur les massages et sur ce corps qui nous parle. J'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre. Notre corps cherche peut-être à nous faire passer des messages et à attirer notre attention sur des émotions non exprimées. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Maureen. Bonjour Camille. Merci d'être sur ce podcast aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir en première invitée. Et avant de te présenter, j'ai déjà expliqué pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est quand même très drôle parce qu'on est à la fac ensemble, en master. C'était il y a maintenant une dizaine d'années, c'est ça ? 9 ans, ça fait mal. Oui, 9 ans, ça nous rajeunit pas. Et donc en fait, on s'est retrouvés un petit peu par hasard sur les réseaux sociaux. Tu m'as recontactée. Et ben voilà, presque 10 ans après, on s'est revus, on a rattrapé toutes ces années qui nous avaient séparés et c'est toi qui m'as vraiment reboosté pour ce podcast. Donc je trouvais que c'était un petit hommage, voilà, et un honneur de te recevoir en premier sur ce podcast. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Eh bien moi c'est Maureen, j'ai 32 ans, je suis lyonnaise, je travaille dans l'informatique et je suis passionnée de lecture et de voyage. Une passion que nous avons en commun. Exactement, et ça on a été ravis de pouvoir rattraper là-dessus. Moi j'allais vous rappeler aussi rapidement que donc Good Visa c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Et ma première question pour qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est quels ont été les ou le plus beau voyage ? Le premier qui te vient en tête ? Le premier qui me vient en tête c'est inévitablement la Thaïlande. Ouais. Puisque j'avais des très gros a priori sur l'Asie en général, je voulais pas y aller et pourtant ça a été le pays coup de cœur et le voyage qui a aussi changé ma façon de voyager. Ah oui ? Ouais. Parce que peut-être que tu peux nous en dire plus sur comment tu voyageais peut-être avant, ce qui a fait la différence ? Eh bien c'est que là en Thaïlande, je suis partie avec mon sac à dos et j'ai bougé un petit peu à travers la Thaïlande. J'avais juste réservé les 2 premières nuits d'hôtel et arrivée là-bas en fait, j'ai un peu retravaillé mon parcours. J'avais une idée de ce que je voulais voir. Mais j'ai réservé mes billets d'avion, mes vols internes, vraiment la veille pour le lendemain. Et puis c'était au jour le jour pendant 2 semaines et ça a été une expérience incroyable. Je ne veux plus voyager que comme ça maintenant. Je suis ravie que tu aies choisi de nous parler de la Thaïlande parce que c'est une destination que j'aime beaucoup également. J'y suis allée en 2019, j'ai été en transition entre 2 pays. Je suis restée qu'à Bangkok, mais ça a été une révélation, donc je suis vraiment ravie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Et au passage, pour les auditeurs et auditrices, si vous entendez de temps en temps un petit bruit de fond, c'est parce que nous sommes accompagnés de Sparrow. Sparrow qui est qui ? C'est mon chien. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes 3, mais voilà, c'était pour que vous soyez pas surpris d'entendre des petits bruits par moment. Donc la Thaïlande, j'avais quelques petits fun facts que je voulais partager avec toi et notre audience. Donc je sais pas si tu le savais, mais la langue thaïlandaise compte 76 lettres et 5 tons. Je sais pas si tu as remarqué peut-être quand ils parlent, la vitesse, la richesse de cette langue, je trouve ça assez incroyable. Et donc on mentionnait Bangkok, c'est la capitale de la Thaïlande et ça a un des noms les plus longs au monde. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, de base, le nom de Bangkok, c'est un nom qui est composé de 168 caractères. Et donc ce nom signifie la ville des anges, la grande cité des immortels, magnifique cité des 9 pierres précieuses, siège du roi, ville des palais royaux, demeure des dieux incarnés, érigée par Vixrangaman à la demande d'Indra. Et donc en fait, ils ont utilisé la version abrégée pour l'utilisation courante et c'est dans le livre des records. Donc voilà, j'adore ce genre de petites infos inutiles, mais c'est toujours bon pour pouvoir briller sur un Trivial Pursuit avec des amis. Donc voilà, c'est parti pour la Thaïlande. Donc c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir échappé à l'impérialisme européen. Et d'ailleurs, le nom du pays en langue thaï, ça veut dire pays de la liberté.
Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la Thaïlande, ça se fait appeler le pays du sourire. Donc je sais pas si tu l'as remarqué peut-être pendant tes voyages. Alors, Ton voyage, pardon. Ouais, mon voyage. Ce que j'ai remarqué là-bas, après, j'ai peut-être la version du coup de la touriste en vacances. Mais c'est vrai que je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi et les gens avaient l'air vraiment d'apprécier la vie. Il n'y avait pas la même sensation qu'on a chez nous, par exemple, à courir dans les transports en commun, être toujours pressé. Là-bas, en fait, ils donnent l'impression de prendre le temps et de savourer chaque instant. La religion aussi est très présente. Et je l'ai trouvée hyper lumineuse, avec des temples à chaque coin de rue, des hôtels qui étaient toujours pleins d'offrandes. Et le peuple thaï, justement, était très à justement se prosterner devant Bouddha et à faire des offrandes, justement. C'était des cadeaux constants. Et ça fait partie de leur vie. Et je pense aussi que c'est une religion hyper bienveillante, qui fait aussi peut-être qu'ils sont plus heureux. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je l'ai ressenti de cette manière. Mais c'est fou parce que donc moi aussi j'ai beaucoup remarqué ce sourire, et en préparant ce podcast, j'ai un petit peu plus fouiné quelques informations sur donc ce sourire en Thaïlande, et en fait donc ça fait partie intégrante de leur communication. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait il y a plusieurs types de sourires en Thaïlande, et d'où le fait qu'on les voit sourire beaucoup, parce qu'il y a donc le sourire de la joie extrême, des sentiments amoureux, mais aussi de la tristesse, de la honte, de la désapprobation, mais ça peut être également pour dire juste bonjour, pour dire juste bienvenue. Tout est référencé dans un dictionnaire. Ils ont un dictionnaire de sourire. Ils ont un dictionnaire de sourire, donc je trouve ça quand même assez surprenant. Et j'ai creusé un petit peu aussi parce qu'en fait, je sais pas si tu as déjà entendu cette expression où on te dit « mais vas-y, souris, ça te fera aller mieux ». Et en fait, c'est pas anodin parce que quand on se force de sourire en situation de stress, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré qu'en fait, on va se sentir mieux, même si on fait un sourire forcé, parce qu'en fait, ça va venir stimuler l'amygdale et le centre émotionnel du cerveau qui va ainsi se retrouver stimulé, et ça va libérer des neurotransmetteurs pour encourager un état émotionnel positif. Donc quand on vous dit « allez, sourire un petit peu », c'est pour notre bien-être, parce que voilà, ça va pousser à faire ça, et c'est peut-être aussi ce que tu disais, qu'on a l'impression qu'ils vont bien, parce qu'ils sont tout le temps en train de sourire de par leur mode de communication. Donc c'est assez intéressant, et je vais rebondir parce que tu as mentionné plein de choses hyper intéressantes. Donc effectivement, tu parlais de la religion, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans la courte période où j'étais là-bas, parce que comme tu le dis, il y a des petits temples partout, il y a des offrandes partout, et je sais pas si tu as remarqué, pour se saluer, donc on parlait tout à l'heure du sourire, mais il y a aussi cette façon de se saluer avec les mains. Donc les mains en prière, pas de bise, pas de poignée de main, c'est vraiment très rare, et pour eux c'est vraiment un grand signe de respect. Et en fait, je me suis donc renseignée un petit peu selon l'emplacement, parce que je ne voulais pas dire de bêtises bien évidemment, selon l'emplacement des mains, plus tu mets les mains haut quand tu salues quelqu'un, plus ça va vouloir montrer une forme de respect. Et c'est pour ça que par exemple, quand ils vont croiser un moine, ils vont mettre les mains vraiment très très hautes, pour montrer ce respect, parce que dans la culture thaïlandaise, la tête est très sacrée, vous ne devez jamais toucher la tête de quelqu'un. Je ne sais pas si on te l'avait déjà dit ça, mais il faut pas toucher la tête d'un Bouddha, ou par exemple un moine, ou quoi que ce soit, ou même la tête d'un enfant. C'est vraiment très mal perçu. Et donc tu parlais des temples. En Thaïlande, il y a plus de 40 000 temples, et il y en a plus de 30 000 qui sont encore en activité, donc j'imagine que tu as visité des temples quand tu étais là-bas. Beaucoup de temples, et c'est magnifique, ça m'a mis vraiment des étoiles dans les yeux. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lumineux. Il y a beaucoup de Bouddhas qui sont justement dorés, ils sont entourés d'offrandes, et c'est juste, c'est magnifique. Et je crois que tu m'avais raconté en off aussi par rapport à la façon de se vêtir dans un temple. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette expérience. Ouais, tout à fait. C'est vrai que comme pour beaucoup de religions, il faut se couvrir quand on rentre dans les temples. Moi, j'avais dû acheter un sarong à l'entrée d'un temple parce que j'étais en legging. Même si c'était pas découvert, c'était trop moulant. Donc il faut vraiment cacher son corps, cacher ses jambes et ses épaules. C'est une forme de respect en fait par rapport par rapport à la religion en général. Et ça me fait penser à un point qui m'avait un petit peu frustrée dans certains temples. Même si j'étais couverte, il faut savoir que tous les temples ne sont pas accessibles aux femmes. Certains sites sont interdits tout simplement parce qu'on est considéré comme étant impur à cause des règles. D'accord. Donc voilà, j'ai une petite frustration de ne pas avoir vu certains sites qui avaient l'air juste magnifiques, mais bon, malheureusement... interdit d'accès pour nous. Et justement,
on parlait des offrandes partout. Moi, je voulais te demander si tu avais remarqué les photos du roi partout en Thaïlande. Oui, partout dans les rues, des immenses portraits. Et d'ailleurs, le peuple thaï a l'air de vénérer vraiment son roi. Hein. C'est toute une institution. Je me souviens avoir croisé une Thaïlandaise justement dans la rue, vraiment au feu rouge. En fait, j'attendais pour traverser. Et il y avait le portrait du roi juste derrière nous. Et là, elle a entendu qu'on était étrangers et elle s'est retournée vers nous. Elle nous a dit, vous avez vu, c'est notre roi. Oh, j'adore. Et du coup, on a fini par discuter avec elle. Et c'était rigolo parce qu'elle nous a appris 2-3 choses. Oui. Sur le couple royal. Et justement, en parlant de ça, je trouve que c'est assez intéressant de me remonter un petit peu dans l'histoire et j'ai voulu comprendre pourquoi justement les Thaïlandais avaient un tel respect autour de leur roi. Il faut savoir que c'est une monarchie constitutionnelle depuis 1932 et c'est fou de se dire qu'il y a encore beaucoup de monarchies dans le monde. Donc, par exemple, on peut penser au Royaume-Uni, oui, bien évidemment. Et il y a aussi le Japon, il y a aussi l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Maroc. Et c'est il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et en faisant ces recherches, je me suis dit, c'est fou. Et donc, effectivement, en Thaïlande, il y a d'abord eu Rama IX, donc ceci est le petit point historique, qui a régné de 1946 à 2016, donc il a eu 70 ans de règne. À sa mort, à 88 ans, il est le roi ayant régné le plus longtemps, parce que juste après, on va avoir la reine Elisabeth avec 3 mois de plus de règne que lui, mais vraiment tous les deux, ils ont régné plus de 70 ans, donc ça montre aussi pourquoi la population locale a autant de respect pour ces personnes-là. Donc c'est le règne le plus long de l'histoire du royaume de Thaïlande, donc il est très respecté des Thaïlandais. On peut dire que ça a été un peu un pilier de stabilité pour la nation, parce qu'il a fait beaucoup pour son peuple. Il était très proche d'eux, il a géré des coups d'État, il s'intéressait au développement des zones défavorisées. Et un petit peu plus tard, c'est donc Rama X qui a pris la succession. Et il est devenu le plus vieux souverain de la dynastie à accéder au trône. Il vient d'avoir 71 ans. Et en creusant un petit peu, j'ai découvert des choses incroyables sur ce roi parce qu'il est aussi reconnu pour ses excentricités. Il a été marié à 5 reprises, il a eu 3 divorces, il y a des rumeurs comme quoi il a un harem en plus de ses concubines. Enfin, Ok. J'ai été assez surprise de voir ça, donc il y a eu beaucoup de scandales. Et même pendant le Covid, il s'est réfugié en Allemagne. Enfin, il y a eu plein d'histoires autour de ce roi. Le fait est qu'il reste toujours admiré, je pense aussi de par l'historique du roi qu'il y avait avant. Et la royauté est très protégée. Moi, je me rappelle que je suis tombée j'ai croisé des gens qui m'ont dit de faire très attention avec les billets. Parce qu'en fait, sur les billets, il y a le roi. Oui. Et en fait, froisser le billet, ça revient à froisser le roi aussi. Pareil, si par exemple, vous faites tomber un billet ou une pièce de monnaie, il faut surtout pas marcher dessus. Il faut le ramasser délicatement parce que donc la royauté est protégée par énormément de lois. Et l'hymne national... Je sais pas si tu te rappelles, moi ça m'avait choquée quand je me baladais dans la rue. En fait, il y a 2 fois dans la journée, à 8h et à 18h, où en fait il y a l'hymne national qui retentit sur les radios, sur les haut-parleurs, dans les centres commerciaux pour diffuser l'hymne national. Et là, tous les Thaïlandais s'arrêtent. Vraiment partout, et c'est surprenant parce qu'à ce moment-là, le drapeau se lève aussi. Mais c'est comme si tout le monde se figeait en fait à ce moment-là. Et si je peux me permettre de rajouter une petite anecdote, quand j'y étais en 2019, c'était pendant la période d'anniversaire du roi, donc Rama IX, ce roi assez excentrique dont on vient de parler. Et en fait, je suis passée devant un hôtel et il y avait un écran géant qui diffusait toute une cérémonie pour le roi. Et le staff de l'hôtel était avec des bougies en train de suivre la cérémonie et de faire une sorte de prière devant lui. Ils m'ont proposé de prendre une bougie, de me retrouver au milieu de ce groupe d'employés de l'hôtel, et donc je me suis retrouvée avec la bougie à regarder la cérémonie. Je savais plus du tout comment m'en sortir, et là il y a une autre touriste qui est passée et elle aussi elle s'est retrouvée avec la bougie parmi les Thaïlandais. Je me suis dit Mais c'est une super expérience. Je m'intègre, ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand j'y pense, je me dis mais j'ai vécu quelque chose d'incroyable. C'était, pour certains ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que je me suis dit ok, ils ont vraiment envie de m'inclure. C'est comme ce que tu racontais par cet exemple du feu rouge où la dame était super contente de te parler du roi, quoi. Il y a un autre aspect aussi dont on a parlé un petit peu en off quand on s'est retrouvés, c'est les marchés en Thaïlande. Je pense qu'on a été toutes les deux subjuguée par cet univers en fait des marchés en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, moi il y en a 2 qui m'ont particulièrement marquée.
Il y a le marché de Chatuchak à Bangkok, où c'est vraiment une institution, c'est un lieu à voir absolument. Il est immense, c'est limite s'il faut se balader avec une carte pour se retrouver dans les petites ruelles, tellement il est grand. On y trouve de tout, on y trouve de la nourriture, des vêtements, des souvenirs, même des animaux. Et c'est là que j'ai bu mon meilleur smoothie aux fruits du dragon. Ah, j'adore ce fruit. Ouais, franchement, niveau street food, c'est là-bas que d'ailleurs j'ai mangé la meilleure nourriture. C'était tellement bon et en plus c'est vraiment pas cher. Enfin, on mangeait pour 1,50€ par personne et on mangeait très très bien. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire sur la street food, parce que c'est vrai que sur la petite semaine que j'ai passée en Thaïlande, c'est quelque chose qui m'a marqué, avec ce marché dont le nom est imprononçable, je trouve. Chatuchak. Exactement, à tes souhaits. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie intégrante de leur culture, c'est un moyen pour eux de se retrouver. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est toutes ces odeurs, les couleurs, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et par rapport à ce qu'on trouve, on va avoir, mais tu l'as sûrement vu, donc les fruits à gogo, ouais. Des poissons, des poulpes frits, des brochettes de viande, mais aussi des insectes. Je pense que tu as vu ça aussi. Je me dis, c'est peut-être plus pour le côté touristique où les touristes vont goûter des scorpions, tout ce genre de choses. J'avoue, je me suis pas aventurée. Et moi, je voulais aller voir Jay Fay. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. En fait, malheureusement, c'était fermé. C'est une femme de 78 ans qui est reconnue comme une des figures de la street food en Thaïlande. Elle a même été dans un documentaire Netflix que je recommande fortement qui s'appelle Street Food en Asie et où en fait c'est donc cette grand-mère qui prépare les mêmes plats depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est incroyable parce que justement cette série Netflix l'a rendue encore plus populaire et maintenant elle est devenue de la street food high level, vraiment très... Et elle est à Chatuchak ? Elle est dans ce marché, oui. Ok. Et effectivement, tu disais tout à l'heure que toi, t'as bu le meilleur smoothie de ta vie. Ouais. Moi je les ai tous testés. Hein. C'est vrai. Oui. Moi, ça reste le pad thai. Ouais. J'ai mangé le meilleur pad thai dans ce marché. Ce sont donc des pâtes, enfin des nouilles de riz sauté au wok avec des œufs, des pousses de soja, beaucoup de citron vert, des cacahuètes, parfois des crevettes. Et ça m'a coûté même pas 2€. Je me rappelle, je me suis retrouvée sur une mini table, dans une mini cuisine. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée ? Les tables et chaises en plastique. Exactement. Et ça m'a été servi par une dame trans qui était très très grande. Et en fait, elle était trop gentille. J'avais l'impression que j'étais en train de manger dans sa cuisine et d'être servie comme à la maison. Donc ça, c'était assez impressionnant. Une petite transition sur un autre thème. Donc, en Thaïlande, il y a beaucoup de massages. Oui. Donc là, pour faire du bien au corps. Les meilleurs massages du monde, d'ailleurs. Pour même pas 5€ de l'heure. Ah oui, non mais ça nous change de chez nous. C'est incroyable. Alors moi, en Thaïlande, j'ai essayé pour la première fois le massage thaïlandais. Ouais. Donc, il fait très mal, celui-ci. Il fait très mal. Donc pour expliquer rapidement aux auditeurs et aux auditrices, c'est un type de massage où on n'utilise pas du tout d'huile. On va être en général à même le sol sur une sorte de tapis. Et on va être retourné dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un type de massage qui n'est pas forcément le plus agréable. Mais j'imagine que tu as fait d'autres styles de massage. Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire 5 ou 6. Ah oui, quand même. Oui, j'aime beaucoup les massages. J'ai dû en faire 5 ou 6 et c'est vrai qu'ils étaient tous différents. À Bangkok, par exemple, c'était un salon où tout le monde se faisait masser en fait en même temps. Les fauteuils formaient un U dans la salle. On se faisait masser avec les autres Thaïlandais. C'est drôle ça, j'avais pas remarqué. En fait, ils font ça généralement le soir. Après être rentrés du travail, ils vont se faire masser. C'est vraiment leur moment détente. Et, donc même les locaux en fait. Les locaux, oui, on était surtout avec des locaux. Et du coup, c'est des massages... ça nous change de chez nous dans le sens où on reste habillé. Et du coup, ils vont vraiment en profondeur. Il y a d'autres styles de salon où là, on est plus dans des box. Ce qui m'a surprise, c'est que la nana m'est montée dessus et elle a commencé à me masser du coup avec ses pieds, en fait, avec le poids de son corps. C'est pas vrai. Et elle prévient pas quand elle te grimpe dessus. Donc au début, ça surprend. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Oui. Et en fait, c'est ultra agréable. Enfin, ils savent masser, ils sont hyper doués. J'ai eu d'autres massages à l'étranger, c'était souvent des personnes thaï. Effectivement, on sent que dans le toucher, elles sont... C'est ça. Moi, je trouve personnellement qu'elles ont un don. Et si on s'arrête 2 petites minutes sur le côté point santé, sur les massages, tout simplement, les massages, ça contribue à réduire le stress. Ça abaisse aussi le rythme cardiaque, ça relaxe les muscles, ça libère des endorphines.
Ça favorise aussi la qualité du sommeil, ça ralentit le système nerveux, ça élimine la fatigue, la fréquence cardiaque s'est réduite, c'est vraiment parfait en fait, c'est bénéfique pour le corps. Et justement, en parlant bien-être, puisque donc le podcast se dirige vers les voyages mais aussi le bien-être, ça me fait une bonne transition pour te demander qu'est-ce qui pour toi t'apporte du bien-être. Au quotidien, moi, ça serait la lecture parce que du coup, c'est mon petit moment à moi. La lecture me permet de m'évader. C'est vraiment un passe-temps qui me plaît beaucoup et qui me fait me mettre dans ma bulle. Et c'est vrai qu'on aurait beaucoup à gagner tous de troquer un peu nos smartphones contre un bouquin. Et d'ailleurs, tu peux peut-être nous raconter, tu as donc un compte Instagram pour la lecture. Tout à fait, je me suis lancée il y a à peu près 5 ans. Donc, j'ai lancé ma page Les Lectures de mots, M-O-E. Et je partage du coup mes lectures sur cette page. Certaines périodes sur certaines périodes, je lis beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 8 à 10 livres par mois. C'est pas vrai. Si. J'adore partager mes retours de lecture. Et donc c'est ces échanges et partages qui me donnent envie de continuer. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer, te dire je deviens chroniqueuse, en fait, on peut t'appeler comme ça? C'est un peu un grand mot parce que je fais ça vraiment, c'est un passe-temps, c'est une passion plus qu'autre chose. Je ne gagne pas ma vie en fait avec cette page-là, c'est juste... Oui, t'as ton travail à côté. Oui, c'est ça, c'est juste mon petit plus personnel. Du coup, j'avais trouvé ça super chouette à l'époque, c'était vraiment une toute petite communauté de blogueurs en fait littéraires, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas moi, parce que du coup, je parlais de mes lectures sur ma page perso, et c'est vrai que ça plaisait à mes amis, mais bon, mon compte est privé, donc forcément ça restait vraiment que dans le cercle amical, et je me suis dit tiens, allez, je vais me lancer, donc je me suis lancée, et puis voilà maintenant où j'en suis, et c'est toujours une passion de préparer mes chroniques, mes photos, et de découvrir plein de livres, parce que je me suis aussi ouverte à beaucoup de genres littéraires que je n'aurais jamais lu avant. Et quel est ton genre littéraire préféré, par exemple? Le thriller. C'est vrai? Ah oui, sans hésiter, le thriller. Et justement, en parlant de genre, est-ce que tu te limites vraiment à ce genre? Non, justement. Au début, je me limitais vraiment à ce genre parce que j'aime beaucoup le thriller. Mais au fil des lectures, je me rends compte que je m'ouvre à beaucoup de genres, dont le développement personnel. Ça me fait notamment penser à Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, que tu m'avais conseillé, que je n'aurais jamais acheté si tu ne me l'avais pas... très vivement conseillé, et au final je regrette absolument pas cette lecture qui a été bouleversante. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, et d'ailleurs c'est un livre que je prête maintenant à mes amis, ça fait un petit peu le tour du cercle, parce que je me rends compte que ça intéresse tout le monde et que ça peut aussi rendre service à d'autres personnes comme ça m'a rendu service à moi. Et ça me fait penser à une phrase, une petite citation du coup qui m'a vraiment marquée dans ce livre, et que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Chaque moment où tu es malheureuse ne te sera jamais rendu. Et je trouve que c'est vraiment à s'appliquer au quotidien, c'est important. Sur les moments où je me sens triste, je repense à cette petite phrase, et je me dis non, c'est vrai que là c'est un moment de perdu, donc allez, faut y aller, quoi. Et sans gâcher l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver dans un voyage. Encore une fois, on revient mais justement, ce livre, j'adore parce que ça compile à la fois le côté voyage et le côté bien-être, développement personnel. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a également beaucoup parlé. Je l'ai lu à 2 périodes différentes de ma vie. Et là, je l'ai même relu une 3e fois en le surlignant. Oui, Dieu, je sais. As osé faire ça. J'ai osé. Mes excuses, Maud Ankawa. D'ailleurs, j'aimerais tellement l'inviter sur ce podcast. Donc voilà, je pose ce vœu à l'univers de pouvoir la recevoir un jour et parler de ce livre. Et moi, la citation que j'ai adorée, c'est « Comment s'ouvrir vers l'extérieur, c'est avant tout se remplir de l'intérieur ». Ah, c'est joli. Et je trouve ça, encore une fois, ça revient beaucoup au podcast. Et comme toi, le livre fait le tour de mes amis. C'est un livre que j'adore offrir à de très bonnes copines. Et c'est pour ça aussi que tu voulais me l'envoyer. Je voulais te l'envoyer, effectivement. Et c'est vrai que la lecture, j'aime beaucoup qu'on aborde ce sujet, parce que forcément, ça me fait penser au bien-être, parce que ça apporte... Ça prévient le stress. Enfin, on le sait que quand on ouvre un bouquin,
Au bout de 5 minutes, on se sent déjà un petit peu apaisé. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par une université britannique qui explique que la lecture constitue la façon la plus efficace pour lutter contre le stress. La tension musculaire et le rythme cardiaque se calment parce qu'en fait, on va vraiment se concentrer sur le texte et plus rien autour ne va compter. Et ce qui me plaît, c'est que ça fait même le lien avec les voyages, vu que quand tu lis un livre, t'es transporté dans un autre univers. Tu voyages depuis ton salon. Ça enrichit aussi le vocabulaire, bien évidemment. Ça développe l'orthographe, les connaissances générales, découvrir plein de choses sur plein de pays. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je sais pas si tu connais Christophe André. Non. Christophe André, c'est un psychologue très connu dans le milieu du bien-être. Et dans son livre « La vie intérieure » aux éditions Iconoclaste, il nous explique que la lecture offre des nourritures à notre vie intérieure. Ah, c'est beau. Je trouve ça tellement bien dit parce que, encore une fois, ce podcast, je trouve que c'est le mélange entre la vie intérieure, notre bien-être intérieur et aussi comment on va aller vers les autres, ce qui se passe dans le monde à l'extérieur. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'il dit « Le moment le plus important est peut-être celui où l'on repose le livre ». Le moment où l'assimilation du texte commence, car lire, c'est nourrir son esprit et son âme, on s'occupe simplement de s'alimenter, puis digérer, cela se fait tout seul. Donc on vient de parler de la lecture qui nous apporte ce bien-être intérieur, mais vu qu'on a parlé tout à l'heure de massage aussi, j'aimerais bien qu'on se rapproche un petit peu d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le corps qui parle. Donc le corps qui parle, quand on dit maladie, on entend tout aussi bien le mal a dit. Et c'est vrai que des fois, il y a ces émotions qui sont refoulées, ce qui n'a peut-être pas été exprimé ou verbalisé, et peut-être que ça trouve une porte de sortie en fait dans notre corps, et ça va générer des symptômes physiques pour des mots, MAUX, autres. Pour mettre des mots sur les mots. Exactement. Est-ce que tu as des exemples à nous donner sur le corps qui parle ? Oui, et ça c'est vraiment intéressant parce que on a plein d'expressions aussi dans la langue française, en avoir plein le dos, avoir la boule au ventre, l'avoir en travers de la gorge, avoir du mal à digérer Par exemple, tu as eu une dispute où tu dis j'ai eu du mal à le digérer, tu auras peut-être un petit peu mal au ventre après une dispute, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que je suis persuadée que ces expressions sont pas anodines. Ou avoir mal au cœur. Quand t'as physiquement mal au cœur. Mais voilà, quand on a le cœur brisé après une rupture ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est aussi pour attirer encore plus l'attention sur notre émotion, de le verbaliser. Après, c'est sûr que ça va faire sourire les plus cartésiens d'entre nous. Après, c'est vrai, il ne faut pas tomber dans l'extrême, de venir tout surinterpréter dans les signaux dans notre corps. Il faut aussi repersonnaliser la douleur parce que chaque cas est individuel. Et il y a 2 livres que je recommanderais fortement aux auditeurs. Le premier, c'est Michel Odoul. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Pas du tout. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ah oui, je connais. Bah voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il est connu plus pour le titre, donc c'est aux éditions Albin Michel. Il est le fondateur de l'Institut français de Shiatsu et il explique que la maladie nous parle très précisément de ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous donne des indications intéressantes pour l'avenir. Et selon lui, le non-conscient utilise un ressenti physiologique ou psychologique pour exprimer ce qu'il se passe. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut vraiment se dire que notre corps est un allié précieux. Et tu me demandais tout à l'heure des exemples. Donc c'est vrai que je t'ai parlé des expressions, mais par exemple, quelqu'un qui va avoir mal à la gorge, il faut peut-être se demander est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être dites, d'être dites à voix haute. Et je commence à le faire de plus en plus quand j'ai mal quelque part, me dire ok, quel est le signal que mon corps est en train de m'envoyer, essayer d'écouter vraiment plus ce corps qui nous parle, parce qu'il faut se dire que c'est quand même un allié. Et comme dit Christophe André, que je cite encore une fois dans un autre livre qui s'appelle « La vie intérieure » aux éditions Iconoclaste, il dit sur la maladie qu'en fait, la maladie, c'est l'occasion de comprendre que nous avons intérêt à respecter ce corps unique parce qu'on n'en a pas d'autre. Et justement, dans ce livre que je citais tout à l'heure de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », en fait, on peut aller chercher, j'ai mal au pied, je vais aller voir ce qu'explique ce livre, est-ce que ça va me parler. Et il y a un autre ouvrage qui est très intéressant, c'est Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, aux éditions Quintessence. Et en fait, il compile plus de 40 ans de recherche, parce qu'on peut se demander, mais d'où sortent toutes ces explications. Et que ça soit Michel Odoul ou Jacques Martel, c'est des années et des années de recherche, de cas qui ont été compilés, aussi de liens avec la médecine chinoise, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les médecines orientales s'intéressent à ce phénomène depuis des années et des années. Dans la médecine chinoise, tous ces méridiens qui viennent autour de certains organes. Donc,
toutes ces informations-là, elles tombent pas de nulle part. C'est des années de recherche, c'est lié au shiatsu, c'est lié à la médecine orientale. Il faut vraiment se dire que lorsqu'on tait une émotion, elle peut ressurgir sous une douleur, sous une maladie. Et c'est là que c'est vraiment important de se dire, ok, quel est le message que mon corps essaie de passer. Je sais pas si ça te parle un petit peu. C'est joliment dit. Effectivement, j'adore. Dis-moi, on approche de la fin de cet épisode et j'aimerais te poser une question. Quel est ton coup de cœur du moment ? Donc ça peut être une chanson, un film que tu as vu récemment, une activité. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite idée de ce que tu vas me dire. Je t'écoute. À ton avis ? Un livre. Tout à fait, un livre et même une saga. C'est une saga qui est sortie l'année dernière aux éditions Cherche Midi. Pour l'instant, nous avons 2 tomes. Ça s'appelle Les Meurtres Zen. Donc le premier tome, c'est Les Meurtres qui font du bien. Et le deuxième, c'est Des Meurtres pour lâcher prise. Et c'est une saga que j'adore parce que c'est un mix entre 3 genres différents. C'est du thriller, de la comédie et du développement personnel. Et énorme. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que les tomes du coup abordent des sujets comme la pleine conscience ou l'enfant intérieur et c'est hyper drôle. C'est vraiment une des rares séries qui me fait rire à gorge déployée. J'adore et je recommande absolument. Excellent, parce que c'est vrai que tout ce qui est lecture, développement personnel, on va avoir peut-être tendance à penser que c'est très sérieux et en fait ça nous montre que ça peut être abordé sous un angle complètement différent. C'est sûr, et là c'est romancé et c'est très drôle. Super, bah écoute, merci pour cette recommandation. Et dis-moi, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, toi qui lis énormément de livres, est-ce que tu as peut-être un conseil pour des personnes comme moi, je l'avoue, qui ont beaucoup de mal à lire et enchaîner les livres. En plus, je l'ai vu cet été sur les réseaux, les personnes qui montraient le nombre de bouquins qu'elles avaient lus, ainsi de suite. Moi, j'ai vraiment du mal à beaucoup lire. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi et pour les personnes qui se sentent concernées ? Oui, le premier conseil que je peux donner, c'est tout simplement de couper les notifications du téléphone parce qu'on est vraiment distrait constamment par notre téléphone. Peut-être regarder un petit peu moins la télé et remplacer justement le film du soir par une demi-heure ou 1 heure de lecture. Et moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est que je lis en fait dès que j'ai 5 minutes de disponible, que ce soit dans une salle d'attente, dans les transports en commun. J'ai toujours un livre avec moi et ça permet d'avancer tranquillement du coup dans ma lecture. Et surtout, il faut que ça reste un plaisir. Ne jamais se forcer à lire si on n'en a pas envie. Et du coup, on a parlé de mon coup de cœur, mais le tien, ça serait quoi ? Le mien, ça serait plutôt une activité. Ça serait en fait le stand-up paddle. J'avais déjà testé par le passé et là en fait je l'ai découvert sous un autre angle. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas, le stand-up paddle c'est une sorte de planche, on peut dire ça comme ça, ouais, sur laquelle on monte et on pagaie debout sur la planche. Donc je suis montée dessus et je me suis dit non mais en fait c'est mort, je vais être sur les genoux, ridicule dessus. Je me suis levée, j'avais les jambes qui tremblotaient et petit à petit en fait j'ai commencé à être un petit peu plus à l'aise, à trouver mon équilibre en fait. Et j'ai trouvé que c'était même très méditatif en fait parce que j'écoutais le bruit de l'eau, j'observais un petit peu le vent pour voir vers quelle direction je devais aller, j'observais le paysage autour de moi, ça me permettait de... désolée mais je reviens encore une fois sur ce double exemple j'étais en train de voyager et en même temps dans cet état hyper méditatif, donc le voyage et le bien-être en même temps. Ça devait être apaisant, non ? C'est ça en fait, alors c'est hyper engageant physiquement mais c'est vrai que c'était hyper apaisant, donc voilà, c'était mon petit coup de cœur du moment. Et écoute, on arrive donc à la fin de cet épisode, donc je tenais à te remercier une nouvelle fois pour d'avoir accepté mon invitation. Donc si vous voulez retrouver Maureen et ses lectures, parce que donc tu chroniques énormément de livres, dès qu'il y a une nouveauté, t'es sur le coup, donc c'est sur les lectures de mots M-O-E, donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Et sinon, je tenais donc à remercier aussi à nouveau les auditeurs et les auditrices pour votre écoute. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la Thaïlande, sur les massages, sur les bienfaits de la lecture, sur le fait qu'on aurait fort intérêt à plus écouter ce corps qui nous parle. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toi. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.